Vous savez, quand vous laissez tomber un caillou dans l'eau, vous observez un phénomène ondulatoire. La distance qui sépare les crêtes est précisément égale à lambda, la longueur d'onde. Alors nous voulons établir ici un principe important de la mécanique quantique. On va considérer un plancher avec une ouverture suffisante pour y laisser passer les électrons. On suppose donc que la largeur de l'ouverture est égale à, on va dire, delta x. Cette largeur est pour nous une mesure de l'incertitude que nous avons par rapport à la position de la particule qui traverse l'ouverture. Vous voyez bien que lorsque cette ouverture est très petite, quand delta x est très petit, par exemple pour une ouverture avec cette taille, on est capable de déterminer avec très peu d'erreur la position de la particule, n'est-ce pas? Par contre, avec une large ouverture, la particule peut se déplacer dans tous les sens, n'est-ce pas? Elle peut aller comme ceci. Et si bien que l'incertitude, l'erreur sur la position de la particule augmente, est beaucoup plus grande, et elle est d'autant plus grande que la largeur delta x est élevée. Alors, je vais représenter la particule comme ceci. La particule émise va rencontrer ce mur, ou disons ce miroir réfléchissant. Alors, on va appeler θ l'angle de diffraction. Et sur mon dessin, on voit la particule s'orienter dans la direction de l'angle θ, mais elle aurait pu prendre cette particule la direction θ, mais vers le bas, n'est-ce pas? Donc, on aurait pu avoir ce mouvement. De sorte que cet angle vaut aussi θ. Alors, pour simplifier, je vais supposer que la diffraction couvre un angle total égal à θ, de sorte que ici, on a θ divisé par 2, et puis ici, θ divisé par 2. Et au total, on a donc un angle de θ. Alors, nous voulons trouver une relation entre le sinus de l'angle de diffraction et la longueur d'onde de la particule. Bon, disons un électron. Alors, pour obtenir cette relation, je vais faire remarquer quelque chose. Nous savons que si on a un côté qui part de ce point et qui est perpendiculaire à ce côté, et que d'autre part, le deuxième côté de l'angle est perpendiculaire à la ligne horizontale, donc vous avez deux angles qui ont leur côté perpendiculaire, forcément ces angles sont égaux. Donc j'ai ici l'angle θ sur 2 qui est égal à cet angle. Or cet angle, il est en relation directe avec la longueur d'onde. Pourquoi? Eh bien parce que la particule dans son déplacement a un mouvement ondulatoire. Vous savez, ces crêtes. Et nous savons qu'entre deux crêtes, la distance est égale à la longueur d'onde. Nous avons lambda, si bien que le sinus de θ sur 2, qui est le sinus de cet angle, c'est le côté opposé qui vaut lambda divisé par l'hypoténuse, qui est la largeur de l'ouverture divisée par 2. N'est-ce pas? C'est delta x divisé par 2. Donc, on a ici delta x sur 2. On peut aussi dire que sinus de θ sur 2, c'est 2 fois la longueur d'onde divisée par la largeur de l'ouverture. Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, on sait que la quantité de mouvement de la particule, qu'on note P, c'est la masse fois la vitesse de la particule, n'est-ce pas? Et cette quantité de mouvement, nous voulons la relier à l'angle de diffraction. Je vais appeler x cet axe et calculer la projection du vecteur P sur l'axe x. Et c'est-à-dire, on cherche cette quantité qu'on va noter Px. Donc j'appelle Px la coordonnée ou la projection de la quantité de mouvement P sur l'axe x. Alors, le sinus de θ sur 2, nous sommes dans un triangle rectangle, c'est donc le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur P. On peut donc dire que Px, c'est P fois sinus de θ sur 2. Alors, vous voyez que ce Px, il peut varier, n'est-ce pas? Ici, il vaut cette quantité, mais
l'électron aurait pu prendre cette direction et dans ce cas, Px aurait été cette quantité. L'électron aurait aussi pu prendre cette direction, ou celle-là, ou celle-là. Donc la quantité Px varie et nous voulons exprimer cette variation. On va l'appeler delta Px. Que vaut delta Px? Delta Px, c'est delta de P fois le sinus de θ sur 2. Quand on regarde mon dessin, en supposant que la vitesse ne change pas, ce qui varie ici, c'est la position, n'est-ce pas? C'est l'angle θ, c'est l'angle de diffraction, n'est-ce pas? Et par conséquent, on a delta Px qui est égal à P fois delta de sinus de θ sur 2. Or, le sinus de θ sur 2, nous avons montré qu'il vaut 2 lambda sur delta x. Si la particule se déplace au-dessus du plan horizontal, mais si elle se déplace en dessous, on aura moins 2 lambda sur delta x. Le phénomène est symétrique. Et par conséquent, sinus de θ sur 2 varie de moins 2 lambda sur delta x à 2 lambda sur delta x. Je vais écrire ici sinus θ sur 2 varie de moins 2 lambda sur delta x à plus 2 lambda sur delta x. De sorte que la variation de sinus de θ sur 2 c'est 2 lambda sur delta x moins 2 lambda sur delta x, c'est-à-dire 4 lambda sur delta x. On a donc delta Px égale à P fois 4 lambda sur delta x. De Broglie a montré que la longueur d'onde lambda vaut la constante de Planck sur la quantité de mouvement, P, qu'on peut aussi écrire H sur M fois V. N'est-ce pas? On va donc remplacer la quantité de mouvement P par une expression qui dépend de la constante de Planck et la longueur d'onde lambda. On a delta Px égale P égale à H sur lambda multiplié par 4 lambda sur delta x. Et les longueurs d'onde s'en vont. On a donc delta Px égale à H sur 4H sur delta x. On peut donc écrire que delta Px fois delta x égale à 4 fois la constante de Planck, laquelle est supérieure ou égale à la constante de Planck et qui est supérieure ou égale à 1 sur 2pi fois la constante de Planck. Et 1 sur 2pi, c'est 0, quelque chose. Et évidemment, qui est 0, quelque chose fois h est plus petit ou égal à h, n'est-ce pas? Puisque le coefficient de h, c'est 1. Or, 1 sur 2pi fois h, c'est la constante normalisée de Planck. On a donc montré que la variation de la quantité de mouvement fois la variation de la position est supérieure ou égale à h bar. Alors, delta Px mesure l'incertitude sur la quantité de mouvement et comme cette quantité de mouvement dépend de la vitesse, en supposant que la masse est constante, on a donc une mesure de l'incertitude sur la vitesse de la particule d'une part et une autre mesure de l'incertitude, on l'a dit, sur la position de la particule. Cette inégalité qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg nous montre comment, au niveau quantique, les incertitudes sur la position et sur la vitesse sont liées. Et on comprend cette liaison si on revient à la figure de départ. Si l'ouverture est très petite, disons 0,0001 par exemple, donc si on a une très faible incertitude sur la position de la particule, autrement dit, si on peut localiser avec une très bonne précision le lieu de la particule, il en résulte pour la vitesse ou pour la quantité de mouvement une erreur qui vaut la constante de Planck divisée par 0,0001. Vous voyez donc l'incertitude sur la vitesse augmente. Elle devient très grande parce que quand on divise par un petit nombre, on obtient quelque chose de très grand. À la limite, si on prend delta x égale à 0, qu'on sait exactement où se trouve la particule, donc on a une ouverture pratiquement nulle, eh bien on ne saura jamais la vitesse de la particule parce que l'erreur ou l'incertitude sur cette vitesse est trop grande, est pratiquement infinie.
c'est la constante de Planck divisée par 0. Réciproquement, si je connais la vitesse avec une bonne précision, donc si delta Px est très faible, il en résulte une très grande incertitude sur la position de la particule. Et cette dualité qui existe entre la position et la vitesse, le temps et l'énergie, est un principe fondamental de la mécanique quantique. Sur cet axe, on va représenter l'intensité de la lumière de l'onde diffractée, n'est-ce pas? L'amplitude de l'onde va varier avec une intensité beaucoup plus grande au centre de l'ouverture. Et donc, par exemple, ici, vous aurez un phénomène lumineux beaucoup plus intense par rapport à l'énergie lumineuse observée au niveau des bandes latérales. À mesure qu'on s'éloigne du centre, l'intensité diminue en amplitude.